te le disais, moi, tu as l'art de décrire les endroits, de créer une atmosphère. Et, moi, en tant que lecteur, je vais voir où c'est quoi. Comment déniches-tu ces endroits où tu vas placer l'intrigue? Tu voyages, tu es de la région, comment ça se passe? Alors, euh, souvent, quand il s'agit de trouver l'endroit, je passe par des bouquins de photos. Mhm. Donc c'est souvent le hasard qui met sur mon chemin des bouquins de photos avec des images qui me parlent. Donc généralement c'est toujours des photographes assez pointus à droite à gauche. J'achète les bouquins, je regarde si les photos me parlent vraiment, puis je fais des repérages un peu comme ça en fait, à distance. Et c'est ce qui s'est passé par exemple pour la lisière. La lisière en fait, ce qui est très étrange, c'est que je suis tombé sur des photos de tourbières Mhm. et j'étais mais persuadé que c'était en Écosse ou peut-être en Irlande, plutôt en Écosse pour moi. Je me suis dit même pourquoi pas pour une fois alors que j'ai écrit que des romans en France, essayer de voir s'il pourrait pas y avoir une bout en Écosse et tout. Puis donc j'ai acheté le bouquin et là je me rends compte que c'est dans le Finistère en fait. D'accord. Et donc j'hallucine. Parce qu'en fait, c'est vrai que la Bretagne, c'est quand même souvent Mhm. les côtes bretonnes qu'on mémorise, quoi. Et moi, j'ai été souvent en Bretagne, mais toujours dans des ports, quoi. D'accord. Et là, j'y suis allé comme ça. Donc, en fait, souvent, les images me donnent des pistes de lieux. Après, il y a un autre facteur par rapport à ces lieux, c'est que généralement, je cherche des lieux qui sont vraiment sauvages. Mhm. Parce que comme je fais souvent des huis clos où la nature, le décor est très présent, j'essaye de les rendre les moins accessibles possibles ou les plus difficiles à atteindre. Et donc des fois je me documente directement. Parce que, par exemple le Vercors, les hauts plateaux du Vercors, en fait j'avais recherché un peu quels étaient les endroits les plus sauvages en France. J'étais tombé sur les hauts plateaux du Vercors pour solitude. Euh, Par exemple, Avalanche Hôtel, qui du coup est pas dans une nature sauvage, mais qui est dans une espèce de manoir abandonné, je suis tombé sur une photo de ce palace. D'accord. Je me suis dit, oula, ça c'est génial et tout. C'est là. Ouais. Donc c'est vraiment des hasards ou des recherches qui m'amènent à trouver des endroits qui font que je vais me retrouver dans ces lieux-là, quoi. Mhm. Marcheur ou bien moto, tu fais Non, marche, de la non, marche ouais, j'ai besoin plutôt de marcher dans des lieux pour vraiment. pour les parfums. Parce que Bah, là, tu les décris. Hein. bah ouais, c'est ce que tu dis, c'est que Oui. en fait le truc, si tu Alors, veux. pas spécialement décrit, mais on sent, il y a l'atmosphère, on sent que on est pris. Bah, c'est-à-dire que moi, je n'aime que l'écriture immersive. C'est-à-dire que D'accord. j'ai besoin d'être dedans, à tel point même que j'ai des bandes son classées par type de paysage. C'est-à-dire que par exemple, si tu me demandes de sortir une ambiance dans un marécage la nuit, je l'ai. Une ambiance dans un marécage le jour, je l'ai. Sous la pluie, un marécage, je l'ai. Mais j'ai aussi dans un bateau, Donc en fait, je me balance la bande son du lieu où se passe la scène que j'ai écrite. Là, par exemple, j'ai écrit une scène qui est dans une espèce de bar un peu diner. Bon, bah, j'ai une bande-son qui va me remettre un peu des morceaux des années 50, mais aussi des bruits de gens qui entrechoquent des tasses. Voilà, donc je suis vraiment dans un truc de sound design quand j'écris, qui me permet de m'immerger. Mais du coup, dans le détail de ce que j'écris, le problème c'est que quand tu vas pas sur les lieux, tu vas par exemple devoir décrire une lande, bon, une tourbière. Bon. Si je commence à rechercher comme ça sur internet, ou si je regarde dans des films, bon, déjà ça me prend un temps de malade, mais si je fais ça, je vais avoir une tourbière écossaise, etc. Or en fait, quand tu vas dans les monts d'arrêt, en 2 minutes tu captes des trucs. C'est-à-dire que tu captes que la terre est rouge, sous le la tourbe, en fait la tourbe ressort une espèce de rouge, qui fait que à une certaine heure de la journée, on dirait du sang. Mhm. Tous ces détails-là, en fait, tu ne les chopes qu'en allant sur place. Quel type de végétation est-ce que la faune et la flore, elle est vraiment présente ou pas? Est-ce que j'ai vu des oiseaux quand j'y étais ou pas du tout? Est-ce que c'est du crachin ou est-ce qu'il pleut de rue? Est-ce qu'il y a des brumes glaçantes ou est-ce que c'est plutôt des brumes assez lourdes? Enfin, tous ces détails de l'environnement, au bout d'un moment, tu finis par connaître, avoir une palette de tout ce que tu peux avoir, mais pour que ça soit juste, il faut vraiment aller sur place, quoi. Là, j'écris mon prochain roman qui va se passer dans le nord des Vosges. Qui sort dans 2-3 mois.
Ah non, non, la lisière vient de sortir, donc Ah, mon d'accord. prochain roman dans un an, Ah, dans un an. en mars 2024, donc je suis obligé de commencer à l'écrire maintenant. Je pensais que j'en avais vu un qui est annoncé dans quelques mois. La nuit n'est jamais complète. Magnifique roman, qui est mon deuxième roman qui ressort chez D'accord, Calman c'est ça. Levy. Voilà, c'est ça que j'ai Voilà, vu. alors celui-là, je l'adore. D'accord. Enfin, dans un désert, pour le coup, c'est mon seul roman qui est vraiment. Il est dans un désert quelque part en Amérique du Sud. Mais savoir où c'est, ça fait partie du roman. Bref, mais le roman que je prépare, c'est celui de 2024, qui est du coup qui se passe dans les Vosges Nord. Et bah, les Vosges Nord, je suis pas encore allé sur place, mais j'ai une amie qui habite là-bas, avec qui je parle beaucoup, qui m'envoie des photos. Elle m'explique que la forêt des Vosges Nord, c'est pas comme la forêt du massif des Vosges. En fait, si j'ai pas ces infos-là, si je ne le vois pas de mes yeux, si je ne comprends pas ça, je peux pas recréer une atmosphère qui soit suffisamment réaliste pour que, bien entendu, je pourrais vous faire croire à tous qu'il y a des arbres bleus Mhm. n'importe où, bon. Mais les gens qui habitent sur place, eux, je veux pas les tromper sur la marchandise. Or, en fait, il se trouve qu'en France, on aime bien, surtout quand on est dans une région et qu'on lit un bouquin qui se passe dans sa région, retrouver sa région. Et se dire, moi, ce que j'aime, c'est quand mes lecteurs viennent me voir et me disent, ah là là, moi je vais dans le Vercors, j'ai vraiment l'arbre, comme vous parlez, je sais où il est, c'est exactement ça, etc. C'est ça qui me plaît. Là, dans la lisière, je sais que les Bretons vont s'y retrouver parce qu'au détail près, tout y est. Et d'ailleurs, j'ai déjà des gens qui. Et en fait, c'est marrant, c'est là que tu te rends compte qu'il y a un truc très régionaliste en France. C'est que les gens sont fiers de savoir, de dire qu'ils sont bretons. Là, l'autre jour, j'étais avec quelqu'un qui me dit, ah, ben moi, ma grand-mère, elle est des Monts d'Arrée, elle était à Brénilis. Ben, je dis, ah, bah, Brénilis, c'est dans le roman. Et donc, sauf que c'est le vrai Brénilis qui est dans le roman. Donc, quand elle lira le roman, elle retrouvera le Brénilis qu'elle connaît, pas Ouais, un truc d'accord. que j'ai inventé. Tu vois. Donc, en fait, c'est vrai que l'immersion se crée par vraiment la connaissance du milieu. Oui. Mais tu parlais, bon, on parlait de l'atmosphère, tu parlais un petit peu de cette musique d'ambiance dont tu t'imprègnes. Tu sais, quand on regarde les films des années 40, il y a cette musique qui est là, qui est. Mm, Eh bien, quand on fait une lecture à haute voix de tes textes, on sent le rythme. mm, Est-ce que c'est dans le choix des longueurs de phrases? Est-ce que c'est dans le choix des mots? Mais disons, voilà où naît aussi une atmosphère par la lecture à haute voix de ce que tu écris. Surtout qu'il y a assez bien de dialogue. mm. Donc là, c'est percutant, quoi. Bah, le rythme, c'est vraiment, je pense, mon. C'est une marque de fabrique, hein. Bah, c'est-à-dire que c'est surtout là d'où je viens, quoi. C'est que moi, avant d'écrire des romans, donc c'est mon 10e roman que je suis en train d'écrire, donc ça fait 10 ans que j'écris des romans, puisque j'en sors un par an. J'avais déjà fait 15 ans de scénario et j'avais déjà publié 30 bandes dessinées. Et donc c'est des médias très différents dans lesquels le rythme est le maître mot. Le roman, c'est très libre. Si je voulais écrire des romans de 1000 pages, beaucoup plus longs, je pourrais le faire. Personne ne m'empêche de le faire. Seulement, en fait, moi, vu que j'ai commencé par la BD, qui est vraiment l'art de l'ellipse, où on a très peu de place pour raconter une histoire, et il faut faire beaucoup d'ellipses entre les cases, voire entre les pages, etc. Ensuite, je passais à l'audiovisuel, qui est l'art du dialogue aussi. C'est-à-dire que le rythme est très important en audiovisuel pour ne pas perdre le spectateur, mais le dialogue, comme il appartient après au comédien, il faut être juste, il faut vraiment avoir des dialogues qui sonnent bien. Donc du coup, je dirais que moi, mais après je suis arrivé au roman, quand je suis arrivé au roman, j'avais déjà tout ce background, j'ai reproduit, non pas un scénario, mais des romans dont le rythme et la musicalité étaient, je pense, efficaces, assez sèches, entre guillemets, c'est-à-dire que dès que ça sort de la scène, dès que ça sort de. Mes descriptions sont jamais trop longues, parce qu'en fait, une fois que j'ai l'impression d'avoir dit les quelques mots qui suffisent à faire naître une image, je ne veux pas en rajouter. Je passe à la suite de l'histoire, et un chapitre, dès que j'ai dit ce que j'avais à dire, j'arrête. Et du coup, ça fait des chapitres assez courts, et le rythme est toujours le même. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que ça se fait vraiment indépendamment de moi. C'est que j'ai écrit mon chapitre, à un moment, je me dis, ah bah j'ai fini, je calcule combien j'ai de caractères, c'est exactement le même nombre que le chapitre d'avant. C'est comme une lettre à la poste. Je sais déjà là je peux extrapoler ce que j'ai écrit aujourd'hui à 1500 caractères près, combien va faire mon roman de l'année prochaine. Parce que je multiplie par 60 chapitres, tu vois. Il y a un truc effectivement de musicalité dans l'écriture et dans le rythme qui me vient, je pense, plus du fait que ma culture, elle est dans les images et dans les histoires racontées avec des images. Tu aimes les chats? J'adore les chats. J'ai eu plusieurs chats, de grandes histoires d'amour avec des chats. Ouais.
Mais pourquoi? Il y a un chat dans la lisière? Non, il y a des chiens. C'est très sadique. Moi, je parle maintenant à l'après-roman, quand tu lis un petit peu la découverte grâce au QR code. Ah oui. Ah oui, c'est autre chose. Ah oui, Mais bah, on ne va pas en parler. non. Mais c'est génial. Ah oui. C'est hyper génial parce qu'encore une fois, on a une explication du pourquoi, du comment de la policière, de Ouais. l'enquêtrice. Alors, on a enlevé ça. Sur... Eh bien, c'est chouette que vous l'ayez retiré. Ouais. Ah oui, moi je trouve ça génial comme truc. Alors, explique-moi pourquoi vous l'avez retiré. Bah, parce que mon éditrice a pensé, à juste titre, que le... Alors, on a retiré ça, mais du coup, il y avait plein d'autres petits trucs dans les chapitres en raccord Oui, avec sa maman. Que le fait qu'il y ait la maman de la policière et l'histoire avec sa mère, oui, oui. ça complexifiait par rapport aux personnages qui étaient déjà dans l'histoire. Il y avait trop de mères en fait. Il y avait la mère du mari, Oui, oui. la mère de. Voilà. Ça faisait une espèce de globi-boulga Ça va. où tu risquais de perdre le. Bah attends, c'était la mère de c'est vers de qui, etc. Donc elle a trouvé que ça complexifiait, donc on l'a enlevé. Voilà pourquoi la maman de la policière est partie. Mais je pense sincèrement que je reprendrai cette policière dans un autre roman en Bretagne, parce que je l'aime bien et que du coup, bah, j'en ai enlevé beaucoup sur elle. Sur elle. Ouais, Elle a un caractère, hein, mais qui est à développer, comme je ouais, pense. Oui. ouais. Donc je pense que j'ai de quoi développer ce personnage. Je pense que la Bretagne, j'ai pas fini de trouver des endroits où je pouvais raconter des histoires. J'en ai déjà trouvé un autre d'ailleurs. Donc je pense que j'y reviendrai plus tard. Ouais. Parce que tout au long du récit, tu ne parles pas de ce qui se passe à la fin, mais on sent qu'elle est. Il y a un poids sur elle dont on ignore tout. Mm. On le comprend par après. Mm. Mais c'est vrai que malgré tout, quand elle est là, on sent qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui la contrarie, qui la tracasse, parce qu'elle est toujours, comme dans beaucoup de familles où ils sont sujets à 3-4 heures du matin, à recevoir un coup de fil d'un père ou d'une mère qui sont là allongés, qui ne savent plus se bouger, il faut se précipiter. On est tous à la merci de ça, quoi. Mais ça, on n'en sait rien pendant tout le bouquin, quoi. C'est pas ça ce qui se passe avec sa mère. La mère est encore plus rosse, je vais dire. Voilà. Alors, on est en soirée, une galeriste quitte sa galerie, part en famille. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais quelle atmosphère déjà aussi. Pourquoi une galeriste? Et pourquoi un type un peu paumé? Alors, Viviane est inspirée de Vivienne Westwood. Euh, J'ai, parmi mes recherches, donc, trouvé plusieurs albums de photos. Un album des Monts d'Arrée et un album de portraits de jeunes qui ont décidé de ne pas quitter leur région d'origine, donc le Finistère, et de rester travailler dans des métiers laborieux autour des métiers de la mer. Tu vois. Et en fait, quand je suis tombé sur ces portraits, ça a vraiment tout de suite été un choc. Je me suis dit, mais là, j'ai tous mes personnages. C'est-à-dire que les visages, ces gamins qui sont pas du tout des gamins, parce que des visages très durs, de difficultés de travail, et tu sens vraiment marqué et tout. J'ai eu envie, en fait, d'avoir un personnage qui passait par la photo pour s'exprimer et pour redéfinir un peu sa réalité, la réalité des autres, parce que je trouvais que ça allait bien dans la thématique du roman, sur la recherche aussi pas d'identité, mais presque en tout cas, sur une certaine forme de recherche intérieure. Et en fait aussi, au même moment, je tombe sur un bouquin de photos de Vivienne Westwood, et je m'intéresse à elle. Et je me rends compte que cette photographe redécouverte, qui n'a eu jamais aucun succès ni rien de son vivant, puisque en fait on a retrouvé une malle avec ses photos, elle était déjà morte depuis longtemps, et tout le monde s'est dit c'était une super photographe, et elle est devenue très connue. C'était une Française qui s'était expatriée à New York et qui était jeune fille au pair, et qui avait toute une histoire comme ça qu'elle avait laissée derrière elle. Et en fait, de la collusion de tout ça est né le personnage de Viviane, qui se reconstruit avec la photographie, et donc il devient galeriste, etc. Et son mari, alors après, je ne peux pas trop en dire sur son mari, parce que
c'est sûr que très vite on va révéler des choses sur lui, mais on va dire que la révélation finale du roman, c'est quelque chose que je voulais vraiment explorer depuis le début, parce que voilà, l'affaire dont est inspiré ce personnage est une affaire qui a été assez marquante pour tout le monde, et je me suis intéressé assez tôt en fait à la psychologie du dit personnage, etc. Enfin, je parle un peu entre les lignes pour qu'on ne comprenne pas, mais tu vois de quoi je parle. Et ça, depuis le début, je pense que tout ce qui est dans mon roman qui explique, ça correspond vraiment à cette affaire-là, quoi. Donc voilà. Tiens, et au roman, non, au point de vue, je veux dire, des gens du cru, je veux dire, des policiers du cru, quand ils découvrent un roman qui s'est passé dans leur... Il y a des échos. Alors attends, je vais te raconter un truc marrant, c'est que, en fait, donc là j'ai fait, à la sortie du roman, il y a même pas 3 semaines, là, j'étais en Bretagne, j'ai fait une espèce de lancement dans les Monts d'Arrée, il y avait une vingtaine de libraires, plusieurs journalistes, dont un journaliste de Ouest France, ou du Télégramme. Et le gars me dit, oui, votre gendarmette et tout de Carex, de Carrie, vous étiez au courant qu'il y avait la lieutenante de la COP de Carrie, c'est effectivement une femme gendarme et tout. Je lui dis, bah oui, je suis au courant, parce qu'en fait, j'ai fait mon travail, je fais de la doc, j'ai vu qu'il y avait cette lieutenant, j'ai même sa photo sur mon écran. Et en fait, il y a très peu de choses physiques sur elle, mais en fait, c'est elle. Et parce qu'il me dit, ouais, parce que le nombre d'hommes qu'elle a dans sa caserne, tout ça, c'est exactement le nombre d'hommes de la brigade de Carré, etc. Et en fait, c'est lui qui avait écrit l'article. Donc en fait, c'est lui qui avait écrit cet article, voilà, dont je m'étais inspiré pour créer cette gendarmerie et qu'elle soit réaliste. Donc en fait, cette femme gendarme existe vraiment. Il se trouve qu'elle a été... Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a été mutée, enfin elle a changé de poste entre-temps. Mais à l'époque où j'ai écrit le roman, elle était en poste à Carré, elle avait les mêmes problèmes que je décris. À un moment, j'explique que sa mission, c'est l'alcoolisme et les problèmes familiaux, quoi, de violence familiale. Et c'était vraiment les problèmes, elle citait, dans l'article, il citait ça. Et le mec a réalisé qu'en fait, c'était vraiment, et moi avec lui d'ailleurs, c'était vraiment son article que j'avais lu qui m'a aidé à créer cette COB. Pour qu'elle soit réaliste, quoi. Et ça, c'est des petits trucs, parce qu'en fait, c'est pas un gros investissement de temps de faire ça, mais ça change beaucoup, parce que ça sonne vrai. D'ailleurs, c'est vrai. Et moi, en tant qu'écrivain, à aucun moment, ça m'angoisse de me dire, oh là, ça se trouve, personne ne va croire à ce personnage, parce que elle existe. Donc, bon, après, elle le saura sans doute jamais. Bon, sauf que là, c'est paru dans le Télégramme, donc ça c'est le Télégramme, puisqu'il est bretonne. Mais voilà, donc ouais, c'est assez précis, quoi. Le choix de la couverture. Alors le choix de la couverture. Déjà, sur la couverture, il s'est passé quelque chose au moment où j'ai écrit Avalanche Hotel. C'est que j'ai exigé de mon éditeur de prendre une personne qui est un graphiste extérieur au studio Calman Levy qui fasse mes couvertures. Parce qu'en fait, j'étais pas satisfait des couvertures. Non pas que le graphiste de Calman Levy soit incompétent ou quoi que ce soit, mais c'est juste que moi, je voulais des couvertures vraiment travaillées. Je voulais pas couverture lambda. Et j'ai tout de suite dit que j'étais pas satisfait, ou que j'étais satisfait. Enfin, ils ont compris que ça allait être difficile de négocier avec moi là-dessus. Donc, Caroline Épée, mon éditrice, elle est à fond dedans sans problème. Et en fait, j'ai fait très très simple. J'ai dit, écoute, tu sais quoi, moi ce que je veux, c'est le gars qui fait les couvertures de Franck Tillier. Voilà. Parce que moi, je trouve que les couvertures de Franck Tillier sont superbes. Et alors, c'est pas le gars qui fait les couvertures actuelles de Franck Tillier, c'est les anciennes couvertures de Franck. C'est des couvertures où c'était moins conceptuel. Là, maintenant, il est dans des couvertures un peu plus graphiques. Moi, je parle de l'époque Vertige, ouais, les anciennes couvertures qui étaient tout le temps... 2000-2002, on démarre là-dessus. Ouais, qui étaient des illustrations assez travaillées. Voilà. Et donc, on l'a appelé, il a lu les romans, il a adoré, et depuis, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 romans qu'il fait avec moi, on les fait ensemble. Alors en général, soit
généralement, il a un pitch, je lui donne des indications. Là, c'est Caroline qui a vraiment eu cette idée du corbeau. D'accord. Elle m'a dit, non, mais le corbeau, ça pourrait être super, etc. Et donc, voilà, il est sorti avec ça. Franchement, d'habitude, je suis très chiant hein, sur les couvertures. Je les fais refaire. Là, au premier coup d'œil, j'ai dit, ah, celle-là, je l'adore. Et c'est vrai que je l'adore, cette couverture. Je pense que c'est la couverture que je préfère de toutes les couvertures. Elle a une puissance évocatrice immédiate. On rentre tout de suite dedans et elle est vraiment le livre, quoi, pour moi. Elle est vraiment le livre. Voilà, je suis très content de cette couverture. Tu as parlé de Franck. Vous collaborez encore dans l'écriture de scénarii ou... Alors non, en ce moment non. On collabore dans une BD qu'on écrit ensemble. Ah d'accord. C'est un roman graphique de 150 planches qui est un peu tout ce qu'on ne peut pas faire en roman. C'est-à-dire fantastique, gore, science-fiction, thriller, polar, tout en même temps, une espèce d'histoire hallucinante qu'on a écrite tous les deux, qui est super bien illustrée par un auteur d'Europe de l'Est. Et j'espère qu'il arrivera un jour, parce qu'il y a tellement de planches, et le pauvre il est noyé noyé sous les pages à décider. Mais donc je collabore avec lui là-dessus. Après Franck c'est vraiment un copain, donc on se voit, dès qu'on a l'occasion de se voir, on se voit, dès qu'il passe sur Paris ou sur les salons, etc. Voilà. Mais bon, il a un planning assez chargé hein, aussi. Donc dès qu'on y arrive, on le fait. C'est dans l'écriture d'un scénario, par exemple, en collaboration, comme vous l'avez fait pour Magnifique Feuilleton. Comment procède-t-on? On est ensemble, autour d'une table, ou bien on communique à distance? Et comment l'échange de textes se fait-elle? Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a une étape où on est ensemble et on jette les bases d'un épisode d'Alex Hugo, par exemple. Après, il y a une étape où on travaille en ping-pong à distance sur ce qu'on appelle un traitement. Donc, c'est l'histoire résumée, mais où il y a quand même toute l'histoire à l'intérieur. Donc ça, on le fait en ping-pong, chacun notre tour, jusqu'à ce qu'on soit content. Alors après, il y a plein d'allers-retours avec la productrice, etc., la chaîne. Et une fois que l'histoire est validée, après, généralement, Franck se chargeait de faire ce qu'on appelle le séquencier. C'est-à-dire, il découpait l'histoire en séquences, aussi en donnant le rythme, etc. Et moi, je m'occupais du dialoguer, donc moi, je mettais tous les dialogues, etc. D'accord. Ouais. Et après, on retravaillait ensemble la version finale. Bon, on a été accro à cette série-là. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai dit souvent aujourd'hui, c'est-à-dire que déjà, c'est la 10e année, ce qui fait rentrer cette série quand même dans un club très select. Je pense pas qu'il y ait plus de 5 séries en France qui aient duré 10 ans, historiquement parlant. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a on ne peut pas dire qu'il y ait de baisse d'audience, au contraire, les audiences ont monté d'année en année. Même cette année, je pense qu'on a battu tous les records. Donc effectivement c'est un sacré succès qui nous a nous-mêmes étonnés hein, parce que on pensait pas que leur chapeau pour les prises de vue étaient somptueuses. Hein. Ouais, ça joue beaucoup aussi dans le succès de la série. Hein. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc de grands projets encore? Pas mal de projets, des projets audiovisuels plutôt vers le cinéma. 2 romans quand même qui sont plus ou moins en cours d'adaptation. Solitude pour faire une série et Respire pour faire un film. Donc des BD, plusieurs BD en fait. Moi, j'ai l'adaptation d'Avalanche Hotel en BD. J'ai aussi une série jeunesse que j'ai créée qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Et puis le bouquin avec Franck. Voilà, principalement. Et puis un roman à écrire comme d'habitude. Tu as le temps de lire? Oui, on peut pas dire, je peux pas dire que je lis tout le temps, mais en fait je lis pas des romans. Je lis principalement Madoc. D'accord. Alors c'est souvent Madoc en fonction du sujet sur lequel je suis, quoi. Et ça demande énormément d'investissement, effectivement. Ouais, puis ça c'est du temps de lecture, puis c'est pas la même lecture, c'est pas une lecture que justement je peux faire un peu décontractée et tout, je suis obligé de souligner des trucs, il faut que je les renote dans des carnets, enfin ça me prend beaucoup de temps, ouais. Cette partie-là me prend du temps et c'est vrai que c'est ce que je fais principalement en fait. Hein. J'ai en fait plein de romans à la maison que j'ai envie de lire, mais du coup j'ai pas le temps de lire mes romans. Comme nous, on en a encore beaucoup à lire. Bah oui.
tout cas, c'est très gentil d'être venu me voir. Bah alors, ça me fait plaisir. Et on se reverra, je pense, à Iris Noir prochainement, en Bah, quelques mois. Ouais, j'espère. Voilà. Ouais, ouais. Bonne fin d'après-midi à toi. Toi aussi. Au plaisir.